Première émission de l'année 2025, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Le Grand Jury. Ce soir, le Grand Jury reçoit l'ancien Premier ministre candidat du parti Yelema à la très prochaine ou la très probable élection présidentielle ici au Mali. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous le Premier ministre Moussa Mara. Monsieur l'ancien Premier ministre candidat du parti Yelema, merci de cette comparution devant le grand jury. C'est toujours un plaisir que d'être avec vous et avec nos amis Chana et Keita. Et j'en profite évidemment pour souhaiter à vous, à vos proches et à tous ceux qui nous regardent les meilleurs vœux pour 2025. Surtout que Tombouctou et Gao nous font signe déjà, qu'on est bien suivi du côté de ces deux régions déjà. Bravo. Avec moi justement pour vous interroger ce soir, Abdraman Keita, qui directeur des publications du journal Le Témoin, pas le Vénézuela mais Le Témoin. Keita, merci d'être là. Bonsoir. Elhadj Chana Takiou, le patron du journal, le vrai patron, le patron du journal, le 22 septembre. Non, Keita, je ne jette aucun caillou dans ton jardin. Le faux patron le 22 septembre, c'est qui? Takiou, merci d'être là. Merci Barou. Moi je suis le patron. L'intérimaire est jaloux. Il est le directeur, moi je suis le patron. Et je suis peut-être que le Premier ministre va nous dire la différence entre patron et directeur. Et je suis Oumar B. pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous dans cette première émission Grand Jury pour le compte de l'année 2025. Monsieur le Premier ministre, ce soir, il y a un jury à récuser? Ah non, je n'oserais pas, on ne l'a jamais fait. Je sais pas, c'est la 4e fois qu'on se retrouve. Je laisse le jury en toute indépendance fonctionner et décider à la fin de l'émission, et je suis là pour jouer ma partition et uniquement ma partition. Keita, nous avons le Premier ministre Mara. Il parle avec beaucoup de fermeté et de détermination. Je pense aussi que c'est ce qui fait de sa présence ici un régal. Vraiment. Nous avons face à nous un homme politique, un homme public, peut-être le seul homme politique qui a trouvé les formules qu'il faut pour échapper à la règle de l'omerta qui s'impose à la classe politique malienne depuis un certain temps. Donc c'est vraiment un régal. Et je suis pratiquement sûr, c'est des préjugés favorables, et que les qualités qu'on lui connaît ne vont pas manquer de s'illustrer tout au long de notre échange avec lui. D'accord. Chana, nous avons le Premier ministre Mara. Le Premier ministre Mara est un leader bien connu. Je pense que pour le début de l'année, le grand jury a été bien inspiré de commencer par Moussa Mara, qui est plein d'initiatives, qui suit la gouvernance de près, qui critique ce qui n'est pas bon, qui propose et qui souhaite que la transition puisse se terminer par la tenue de bonnes élections. Je pense que c'est ce que le peuple souhaite, et c'est ce que nous souhaitons également. Et à l'instar de Moussa Mara, en tant ma qualité de doyen du jury, je me permets également... Le doyen jury est usurpé. C'est pas l'âge qui fait que quelqu'un est un doyen, mais c'est l'ancienneté dans la fonction. Et ici, c'est moi qui suis ancien dans la fonction du jury, du grand jury. J'ai dit que je parle tout le temps, je suis pas l'âge. C'est l'ancienneté. Au nom du grand jury, nous présentons également nos vœux à nos téléspectateurs. Vraiment, nous les souhaitons les meilleurs vœux possibles pour l'année 2024. Nous espérons que nous allons nous remettre en cause, corriger nos insuffisances et tenter de nous améliorer pour vraiment satisfaire vraiment nos téléspectateurs qui sont de plus en plus exigeants. D'accord.
Avec le Premier ministre, nous allons aborder bien entendu toute l'actualité, en tout cas malienne, surtout les points évoqués par le Premier ministre lors de sa dernière sortie. Mais avant, Keïta, est-ce que vous avez une question périphérique? Effectivement, nous avons une question périphérique, parce que la dernière fois, c'est de lui qu'on avait besoin lorsqu'on s'est contenté. Bon, effectivement, ce n'était pas pour amuser d'une façon ou d'une autre celui qu'on avait sous la main, du président de Yéléma, c'est Jawara. Et il a été même bombardé de questions concernant son candidat, puisque le candidat était absent, il était en voyage. Pourquoi on peut un peu revenir là-dessus, pour lui demander vraiment où en est-on sur les quiproquos que vous entretenez avec la primature depuis un certain temps, par rapport à vos renoncements, à vos avantages d'ancien Premier ministre, et puis au retrait aussi de certains avantages tels que le véhicule qui vous a été... En réalité, ce n'est pas des quiproquos entretenus. Je dirais, moi je me suis décidé à un moment déterminé de renoncer aux avantages financiers que la primature me versait en ma qualité d'ancien Premier ministre. J'ai saisi la primature par courrier, je n'ai jamais été répondu. Et la primature n'a jamais suivi ce que j'ai demandé. À un moment déterminé, j'ai communiqué pour dire, bon, comme la primature n'a jamais suivi ce que j'ai demandé, je vais devoir reverser à chaque fois que je percevrai ces ressources. C'est ce que je fais chaque mois sans bruit ni trompette. Chaque mois, je suis payé et je reverse au trésor et je garde les justificatifs. Même à la date d'aujourd'hui? Même à la date d'aujourd'hui. Chaque mois, c'est ce qui se fait. La primature n'a simplement pas réagi. On continue à faire ce qu'il faut et moi je continue à reverser. Vous avez ajouté tout ce que vous avez précédemment versé avant de vous résoudre à cette formule? Tout ce que vous avez précédemment versé, ce que vous êtes retenu? Non, c'est que dès que j'ai décidé de renoncer, tout ce qui m'a été versé, j'ai reversé au trésor. Aussi simple que ça. Maintenant, sur la question du retrait du véhicule, là aussi, c'est une décision prise par certaines personnes qui travaillent à la primature, parce que je crois que vous avez suivi un peu les échanges avec le Premier ministre d'alors. Et le véhicule a été récupéré et le véhicule a été restitué. Vous avez été vous dédouanez Choguel sur ce dossier précis? J'ai écrit, puisque apparemment le Premier ministre lui-même a dit qu'il n'était pas au courant et que personne ne nous a dit de ramener le véhicule. J'ai communiqué en indiquant clairement le nom de la personne qui a appelé et mon garde du corps et mon chauffeur pour ramener la voiture et je n'ai jamais été démenti. 3 jours après, on a appelé, les mêmes personnes ont appelé mon chauffeur et mon garde du corps pour leur dire de venir rechercher le véhicule. Le véhicule a été restitué à qui? À vous? Vous avez été retourné? Le véhicule a été retourné. Alors donc maintenant vous en avez 2, puisqu'on apprend aussi que les militants vous ont doté d'un autre véhicule. Non, ça c'est autre chose. Le véhicule qui a été mis à ma disposition de plein droit, par l'État de plein droit, ce véhicule m'a été restitué. Et ce véhicule est à ma disposition depuis 2015. Monsieur le Premier ministre, à votre qualité de Premier ministre, quand vous écrivez au Premier ministre du Mali, peut-être d'ancien Premier ministre, dans votre qualité, c'est ce que j'allais dire, d'ancien Premier ministre, quand vous écrivez au Premier ministre du Mali, est-ce qu'il est tenu de vous répondre? Je dirais, pas seulement en tant qu'ancien Premier ministre. Au Mali, depuis 1998, nous avons une loi qui réglemente les relations entre les usagers et l'administration. Quand un usager saisit l'administration, c'est la loi 98-040. Je la connais de tête parce que c'est une loi très importante. Elle réglemente les relations entre les usagers et l'administration. Quand un usager saisit l'administration a le devoir de lui répondre. Et en plus, en tant qu'ancien Premier ministre, moi j'estime que c'était d'abord en vertu de cette loi et ensuite par courtoisie élémentaire. Et eu égard à l'acte qui venait d'être posé. Parce que je rappelle toujours, ce sont nos autorités de la transition qui, tous les jours, disent la situation est difficile. Nous demandons à nos concitoyens de faire preuve de résilience. Nous les saluons pour ça. Et quand un citoyen, qui plus est un ancien Premier ministre, montre cette voie, je pense qu'on doit, le minimum, c'est simplement de lui en savoir gré, de le remercier pour ça. Mais bon. Chacun a sa façon de concevoir les relations entre l'usager et l'administration. Monsieur le Premier ministre, je sais que vous savez qu'aujourd'hui les Maliens sont divisés entre partisans et
anti-partenariat entre le Mali et la Russie, par exemple. Certains vous classent dans le rang de détracteurs de la Russie, parce que vous, à ma connaissance, vous voyagez beaucoup, mais aucune destination russe déjà, vous n'avez pas voyagé sur la Russie, mais contrairement aux États-Unis, l'Europe par exemple, vous êtes régulièrement dans ces pays déjà. Est-ce que ceux qui vous font ces procès déjà, est-ce que vous pensez que c'est un faux procès? Un mauvais procès? C'est absolument un mauvais procès. Si vous regardez mes déplacements des derniers temps, ça doit faire peut-être 10 ans que je ne suis pas allé en Angleterre, mais personne n'a jamais dit que je suis opposé ou je suis adversaire de l'Angleterre. Ça, c'est simplement un non-sens. Tout voyage a un objet, tout voyage a une explication. Si je vais aux États-Unis dans le cadre des Nations Unies, c'est parce que les Nations Unies sont aux États-Unis. Si je vais en Espagne par rapport à une conférence qui est organisée en Espagne par le club de Madrid dont je suis membre, c'est parce que je suis dans ce cadre de cette conférence. Ça n'a strictement rien à voir avec l'État espagnol comme ça n'a strictement rien à voir avec l'État américain. Moi, je ne suis ami et je ne suis ennemi d'aucune nation. Et je l'ai toujours dit, il faut que nous sortions de cette histoire d'amitié ou d'inimitié. Entre les nations, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il y a des intérêts. Il faut que nous apprenions cela et que nous travaillions avec toutes les nations du monde en fonction de nos intérêts. On arrête de classer les Maliens entre pro ou contre, apatrides ou je ne sais quel autre terme, classer les pays entre pro, contre, non. Mais est-ce que vous entendez ces accusations? Vous les entendez? Mais je les entends régulièrement. Certaines de ces accusations sont même politiquement motivées, simplement. C'est de dire, je suis l'homme de telle puissance, je suis le candidat de telle puissance. C'est un non-sens absolu. Mais c'est dans l'intérêt de qui vous voyagez? Est-ce que dans l'intérêt de l'État ou bien dans l'intérêt de vos propres intérêts? Parce que vous dites, moi, je ne voyage que dans l'intérêt d'abord professionnel, puisque je suis expert comptable, consultant international. Je voyage dans l'intérêt professionnel, ça c'est privé. Je voyage dans le cadre de mes activités d'intellectuel. J'écris beaucoup de livres, j'anime beaucoup de conférences. Je voyage en tant qu'ancien Premier ministre, membre d'une organisation d'anciens chefs d'État et d'anciens Premiers ministres qui organisent des conférences. Ça, c'est pour les intérêts du Mali. Exact. Le Mali peut en bénéficier comme moi je peux en bénéficier. Mais je ne suis pas un officiel du Mali, c'est-à-dire je ne suis pas en mission de l'État. Si vous permettez, moi je vais au-delà de la Russie. Il y a aussi aujourd'hui des pros et des anti-CEDEAO. Et je vous classe parmi certainement les pros, parce que vous êtes toujours exprimé en faveur, ça, y a pas de effectivement, de la CEDEAO. Là, il n'y a aucun doute. Vous êtes candidat de Yéléma à la présidence. D'abord, une première question. Quel sentiment vous anime à l'heure où on s'approche de cette rupture-là, voulue par la transition? Ensuite, si vous étiez élu président, est-ce que vous allez défaire les barrières qu'on nous a érigées entre nous et la sous-région? Ce qui est sûr, et je crois que je m'en suis jamais caché, jamais. Depuis le jour de l'annonce du retrait de la CEDEAO jusqu'à ce jour, ma position est claire et sans ambiguïté. L'avenir de notre pays, c'est l'Afrique. Nous sommes en Afrique et nous l'avons même inscrit dans notre constitution. L'Afrique se construit à travers des régions. Et en Afrique de l'Ouest, l'organisation régionale par excellence, c'est la CEDEAO. Il n'y a pas de doute possible dessus. Donc si nous sommes dans la construction de l'Afrique, si nous sommes dans la construction des États-Unis d'Afrique, le panafricanisme, c'est ce qui est le but ultime du panafricanisme. C'est que l'Afrique soit un jour un seul État. Il faut que nous nous situions dans le sillage de l'Union africaine et de la CEDEAO. C'est très clair. Là, il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Si nous nous retirons de la CEDEAO, nous faisons le chemin de la désintégration ouest-africaine et donc de la désintégration africaine. Moi, je suis un partisan du Mali dans la CEDEAO. Et j'ai toujours dit, être membre de l'AES n'est pas antinomique d'être membre de la CEDEAO. On a l'UEMOA, on a d'autres organisations. Maintenant, si nos autorités le décidaient et que les choses se faisaient, ce serait triste et ce serait surtout très contre-productif économiquement pour notre pays. Après, l'avenir nous dira ce qui se passera. Vous êtes enclin à défaire si vous étiez quand même en haute fonction. Mais ma position est très claire et je crois que je n'ai pas besoin de le répéter.
Moi, je suis pour le Mali dans la CEDEAO, je suis pour le Mali dans l'Union africaine, je suis pour le Mali chantre de l'unité africaine, chantre de l'unité. D'accord, ce qui est conduit à Moussa Mara, président, le Mali retourne dans la CEDEAO, ce qui est bien précis et bien clair. Allez-y, Chana. Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure en parlant de la CEDEAO, vous avez évoqué l'aspect économique. Mais il y a l'aspect de notre diaspora qui compte beaucoup. Est-ce que cette diaspora pourrait, selon vous, être impactée par notre sortie de la CEDEAO? L'aspect diaspora, on ne peut même pas la dissocier de l'aspect économique. Je vous donne juste un exemple. Nous avons, selon les estimations généralement reconnues, nous avons entre 2 à 3 millions de nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Tout le monde est d'accord sur ces chiffres-là. Ces 2 à 3 millions de Maliens envoient de l'argent au Mali tous les jours. Ce sont des dizaines de milliards qui sont envoyés dans notre pays. Si nos compatriotes dans ce pays étaient soumis demain ou après-demain, comme cela est possible, je ne dis pas certain mais possible, à payer des frais pour séjourner dans ce pays, frais de séjour ou d'autres types de frais, il est clair que cela impacterait leurs revenus. Et si cela impacte leurs revenus, cela impacterait forcément l'argent qu'ils envoient au Mali. Ça, c'est un exemple précis. Je pourrais en dire autant des Maliens qui sont au Ghana, je pourrais en dire autant des Maliens qui sont au Sénégal, je pourrais en dire autant des Maliens qui sont au Nigeria. Nous avons une libre circulation. Nous avons la liberté de s'établir sans payer de droits d'établissement, de frais de séjour. Il est possible que si nous quittions la CEDEAO, que nous soyons considérés comme le Kenya est considéré au Ghana, comme l'Afrique du Sud est considérée au Nigeria, avec l'application des tarifs propres à ces pays. Et cela va forcément impacter nos citoyens. Après, il y a les entreprises. Aujourd'hui, une entreprise comme la mienne, cabinet d'expertise comptable, participe à des appels d'offres dans tous ces pays. Nous avons du personnel dans ces pays quand nous avons des dossiers dans ces pays. Demain, si nous sommes considérés comme une entreprise kenyane ou une entreprise, je dirais, égyptienne, ce ne sera pas les mêmes faveurs et ce ne sera pas les mêmes libéralités. C'est valable pour des entreprises d'expertise comptable comme des entreprises de BTP, comme des entreprises de transport. Sauf que nos autorités comptent surtout sur le bilatéral pour juguler les effets. Exact. Exact. Cela a été possible. Sauf que cela n'est pas garanti. Oui. Je pense que le minimum qu'on peut quand même dire, c'est que ce n'est pas garanti. L'AES, les autorités de l'AES, à la veille du sommet de la CEDEAO, le 15 décembre, ont fait preuve d'ouverture en disant nous autorisons les pays de la CEDEAO, les ressortissants de la CEDEAO à venir librement chez nous. Je crois que le message envoyé, c'est que les pays de la CEDEAO disent, bon, par réciprocité, nous vous permettons de. Mais cela n'est pas garanti. Je crois que cela n'est pas garanti. Nous allons voir ce qui va se passer. Mais il est clair que nous entrons dans une période d'incertitude. Et l'incertitude en matière économique, elle est impactante. La monnaie, ça c'est plus que la monnaie, ça c'est plus tard. Vers l'écho à la CEDEAO. Exactement. Alors que le canton est également jugulé. Le jour où la CEDEAO ira vers l'écho, nous serons obligés. Si nous sommes encore à cette période-là, franc CFA, nous serons obligés de créer notre monnaie à nous parce que le franc CFA n'existe pas. Ou bien de retourner à la CEDEAO. Éventuellement. Pour rester dans ce chapitre de relations internationales déjà, le Mali est en froid aujourd'hui avec l'Algérie. Le Mali accuse l'Algérie d'ingérence dans nos affaires intérieures. Vous, récemment, vous avez entendu prendre fait aux causes pour la position des autorités maliennes. Absolument. Sur cette question-là, il y a les autorités maliennes. Oui. Sur cette question, il n'y a pas de doute. La personne qui m'a posé cette question, je lui ai simplement retourné en disant imaginons-nous le contraire simplement. Que les autorités maliennes, ministre des Affaires étrangères malien, sortent publiquement pour donner des suggestions à l'Algérie sur la question kabyle. Quelle serait la réaction de l'Algérie? L'Algérie aujourd'hui, par rapport à la France, puisque l'Algérie réagit de la même manière généralement par rapport à la France, elle réagit au quart de tour sur toutes les questions relatives à ça. Moi, je voudrais juste que les autorités algériennes comprennent ça et se disent que le commentaire ou les suggestions ou des conseils, on peut les donner par d'autres canaux,
qu'en sortant sur la presse et en faisant montre de donneur de leçons. Oui, monsieur le Premier ministre, toujours dans le cadre de la diplomatie, on vous a entendu récemment attribuer des points positifs à notre diplomatie malienne, Exact. à la diplomatie malienne, alors que certains pensent que c'est la pire de diplomatie que nous avons connue durant la décennie écoulée. Quels sont vos arguments pour donner ces points positifs à notre diplomatie? C'est l'exemple de l'Algérie, en fait, l'illustre quoi. C'est-à-dire, ce que j'ai dit par rapport aux points positifs lors de la conférence de presse d'hier, c'est que le Mali est beaucoup plus soucieuse de son respect par les autres que forcément par le passé. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute dessus. Et c'est la force, le respect. Très sincèrement, c'est la force, le respect. En matière de relations entre les individus comme entre les pays, le respect est important. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les pays en question, mais de manière générale, beaucoup de pays, quand on traite avec le Mali, on prend beaucoup plus de précautions que par le passé. Ça, c'est bien. Ça, on force le respect. Maintenant, j'ai aussi dit un certain nombre de conseils. Il y a la CEDEAO, il y a les relations internationales, il y a aussi les pays classés en pro et en contre. Il y a des efforts à faire sur ces questions. Mais sur la question du respect, il est clair que des points sont marqués par notre diplomatie. Mais la diplomatie, excusez-moi, c'est ça pour quelle division? La diplomatie, c'est aussi la mobilisation des ressources. La diplomatie aussi, c'est l'ouverture envers les autres. La diplomatie, c'est aussi vendre le pays. Mais aujourd'hui, nous sommes de plus en plus isolés et vous pensez que nous avons une bonne diplomatie? Non. J'ai dit, nous faisons preuve on est très méticuleux sur le respect et c'est une bonne chose. Maintenant, là où le bas blesse, c'est ce que vous avez dit, c'est que notre diplomatie repose sur un postulat qui n'est pas un postulat productif aujourd'hui. Non, ça je l'ai dit. Je l'ai dit, point positif, point négatif. Il faut être objectif. Surtout nous qui sommes considérés comme les opposants, il faut que nous puissions à chaque fois... Tu n'en es pas un? Non, je n'ai jamais été opposant à la transition et je n'en serai jamais parce que la transition, il n'y a pas de majorité. Et revenons à notre sujet. Okay. Donc, je disais que quand nous voyons des pas positifs, et je l'ai dit par rapport à la réaction pour l'Algérie, il fallait marquer le coup et il faut continuer à marquer le coup chaque fois qu'on nous marche sur les pieds. Cela étant dit, nous sommes un pays qui traditionnellement est assisté. Personne n'en est fier, mais c'est les réalités. Aujourd'hui, nous sommes en profonde difficulté financière parce que cette assistance a tari ces dernières années. Et nous sommes obligés de sortir sur le marché financier, nous endetter à des niveaux importants et à des conditions très douloureuses pour pallier cette absence d'assistance. En matière financière, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. Et la diplomatie aurait pu nous aider à éviter cela. Allez-y, Keïta. Oui, mais est-ce que c'est des choses compatibles? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de louer les mêmes qualités, les mêmes attitudes qui sont à l'origine de cette contre-productivité dont vous parlez? Je vous donne l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, je vous donne l'exemple du Rwanda. Dans le cadre du Mali, quand même, c'est pour dire que c'est notre attitude. C'est pour dire que de fâcher le respect. Je comprends parfaitement. Je comprends ce que tu veux dire. Nous pouvons en même temps forcer le respect, être très sensible aux questions de souveraineté et avoir les meilleurs rapports avec les partenaires. Ce n'est pas le cas actuellement. Exact. Voilà. Ce que nous faisons. Exact. Je donne l'exemple du Rwanda, très méticuleux sur les questions de souveraineté et n'hésitant pas à dire à tous les partenaires, y compris les grandes puissances, leurs 4 vérités. Au même moment, avoir les meilleurs rapports avec tout le monde. Cela est possible. Nous, là où nous avons commis l'erreur, là où nous commettons l'erreur, puisque c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est en cours, c'est que nous, cette méticulosité sur les questions de souveraineté, nous la poussons jusqu'à classer les pays en catégories. Les pays amis, les pays ennemis, dont certains pays voisins d'ailleurs. Oh, et cela nous amène à prendre des postures qui nous désavantagent et nous créent des problèmes économiques. Le problème de l'énergie et de l'électricité avec la Côte d'Ivoire. Avant de l'énergie, s'il te plaît, je veux parler de l'énergie, mais avant de l'énergie, est-ce que vous pouvez clarifier un point? Puisque par rapport à l'Algérie, vous ne touchez pas au fond du problème. Et d'ailleurs, on ne vous a pas interrogé d'ailleurs sur le fond du problème,
qui est de considérer les anciens rebelles comme des terroristes. Est-ce que vous pensez que le Mali a raison, ou bien l'Algérie a tort de ne pas les considérer comme des terroristes? Moi, je l'ai régulièrement dit. J'ai dit le fait d'assimiler les groupes rebelles qui ont des motivations politiques. C'est ça le fond du problème. Aux terroristes. Non. Il y a une condescendance qu'il faut quand même vider. Vraiment, sur l'Algérie, il y a une condescendance. Ça, il faut vider ça. Historique. Sur la question des rebelles, nous n'avons pas à considérer les groupes rebelles aux motivations politiques comme des terroristes. C'est une erreur. Je l'ai dit depuis l'année dernière quand on était dans le processus. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des groupes rebelles? Je pense que tous les groupes sont considérés comme terroristes. C'est l'appellation de nos autorités. Mais il est clair que vous avez des groupes rebelles aux motivations politiques. La simplification, ça arrange beaucoup de gens de dire tous ces gens-là c'est des terroristes et donc il faut les combattre. Parce que l'idée qui est derrière, c'est ça. Pas de discussion, pas de négociation. Sinon, ils viennent se rendre, ils viennent déposer les armes et on peut éventuellement leur parler. Ça, c'est contre-productif. Et cela nous amènera dans la guerre sans fin, en fait. Keita, nous apprenons du président de la transition que les sites devant abriter l'installation des centrales solaires ont été vendus par certains maires déjà. Est-ce que vous avez une question? Bon, effectivement, nous avons des questions. Je pense qu'en réalité, ça c'est une boutade du président de la République. Nous apprenons beaucoup plus. Ça vient du président de la République. Je pense qu'il a été induit en erreur. Moi, je connais, c'est un dossier que... Mais peut-être l'invité peut on a entendu déjà son truc là-dessus, parce que je l'ai écouté. Mais pas tout le monde. Il a des doutes, il a des réserves. Je pose la question. Il a des réserves là-dessus. Mais en plus de vos réserves, est-ce que vous n'avez pas également des réserves sur la posture du chef de l'État quand il parle de subventionner les panneaux pour que chaque Malien produise? Est-ce que quelque part, ce n'est pas un aveu d'impuissance par rapport à la question énergétique? Je pense que cela est évident. Cela est évident, mais nous devrions aussi savoir que le thermique, c'est un puits sans fond. Je l'ai toujours dit, le thermique, ça tue EDM. Le thermique n'est pas rentable. Donc nous devons aller vers les renouvelables. Maintenant, les renouvelables, nous avons deux options. Ou bien l'achat, c'est qu'on refuse. Nous avons deux options. Ça, c'est stratégique, quoi. C'est stratégique. L'option, investir dans le renouvelable à grande ampleur, comme les centrales solaires, les fermes d'éoliennes, les barrages, pour produire en quantité et distribuer aux populations. Des investissements. Ou ouvrir la possibilité que les populations elles-mêmes s'équipent. Mais très sincèrement, j'ai des doutes sur la faisabilité de ça. Aujourd'hui, les populations sont en train d'aller dans ce sens-là. Mais c'est quelle population? Ce sont les populations, on va dire les 5%. Quand ça vient du champ de l'État, ce n'est pas un désengagement de l'État. C'est les 5%. C'est ce que je suis en train d'expliquer. J'ai dit, ce sont les 5% les plus riches des Maliens qui sont en train d'investir dans le solaire. Les 95% qui restent, est-ce que l'État a les moyens de faire en sorte que ces 95% se dotent en équipement individuel? Très sincèrement, j'en ai des doutes, parce qu'il n'y a pas de pays au monde qui est dans cette situation. Ni les États-Unis, ni la Chine ne sont dans cette situation. Chacun de ces pays a un distributeur d'énergie, comme EDM. Donc, cette solution ne peut être qu'une possibilité pour une portion de la population. C'est à court terme. Hein? Pendant que l'État, non, au contraire, c'est même du long terme, parce que c'est des ressources extraordinaires qu'il faut gérer le court terme. Le solaire, c'est beaucoup d'argent. On peut pas donner les le court terme, équiper 95% de la population, ça, c'est pas du court terme. Des industries, parce que les industries... L'État pourrait plus facilement réaliser les centrales solaires que d'équiper même 20-30% de la population par elle-même. Je pense que c'est une proportion de la population. D'accord. Il faut que l'État se tourne sur la solution ivoirienne qui est la solution immédiate à court terme. L'achat. Mais n'oublions pas, aujourd'hui 70% de l'énergie consommée à Bamako vient de Manantali, de Gouina et de Felou. L'État malien n'est pas en train de payer cette facture. EDM n'est pas en train de payer cette facture. Les groupes de Manantali sont actuellement sous une grande menace de panne, parce qu'il n'y a pas d'entretien. Ils sont surexploités. Donc, à Dieu ne plaise, si le groupe de Manantali tombe en panne, le délestage, ça va être pire que ce qu'on constate.
Donc, c'est le lieu vraiment de dire à l'État, il faut faire des efforts pour payer les factures de consommation de l'énergie qui viennent des barrages pour permettre à ces sociétés-là de pouvoir faire les entretiens et même de payer du personnel. On a du personnel de ces sociétés depuis le mois de décembre. Il y a aussi la facture de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas de allez-y, Chana. Vous avez parlé de solution. Vous n'avez plus la parole. Allez-y, Chana. Monsieur le Premier ministre, à chacune de vos sorties, vous évoquez le cas de la Côte d'Ivoire, surtout quand on parle en ce qui concerne l'énergie. Vous insistez sur la Côte d'Ivoire et vous pensez sincèrement que la Côte d'Ivoire va nous permettre vraiment de diminuer ce délestage. 1, 2. Pourquoi, malgré votre insistance, vous le répétez chaque fois? Est-ce que vous connaissez le conflit qui existe entre l'État du Mali et la Côte d'Ivoire qui fait que le Mali ne veut pas aller encore vers la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut trouver l'occasion de poser la question à nos autorités. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas de réponse officielle de nos autorités. Ce que nous savons, c'est que la Côte d'Ivoire, à un moment déterminé, qui considère ses relations comme purement commerciales, a décidé de réduire sa fourniture d'énergie dû au fait que nous ne payons pas cette fourniture d'énergie. C'est purement commercial. Moi, je vous vends, vous ne payez pas, je ne vais pas continuer à vous vendre. Ça, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Mais nous, en tant qu'État, dans ce besoin et avec la possibilité d'avoir de l'énergie moins chère, nous pouvons aller vers la Côte d'Ivoire avec l'offre suivante. La dette que nous vous devons, nous payons une partie de la dette. L'énergie que vous allez nous produire, qui nous permet de gagner de l'argent, parce que l'énergie proposée par la Côte d'Ivoire, c'est 65 francs le kilowattheure. EDM vend autour de 100 francs le kilowattheure. Nous allons rembourser, payer l'énergie que vous nous donnez. Et l'argent que nous gagnerons avec cette énergie, nous l'utilisons pour payer le reste de la dette que vous nous devez. Proposez cela à n'importe quel fournisseur, il sera d'accord. C'est une raison que j'ignore personnellement. J'entends que les autorités utilisent le terme de problème géopolitique ou de difficultés politiques avec la Côte d'Ivoire. Avec les 49 militaires qui ont été libérés dans le On ne peut pas rester éternellement dans les antécédents. Nous avons besoin d'énergie. Les Maliens ont besoin d'énergie pour travailler, pour vivre, pour soutenir l'économie et pour générer des revenus pour l'État. Il faut qu'on aille prendre cette énergie là où elle est disponible, surtout si cette énergie elle est rentable. Et c'est que moi j'ai proposé, EDM l'a proposé à nos autorités. Effectivement. Bon, donc si EDM a été en mesure de proposer, c'est que c'est peut-être une solution de bon sens. Les autorités avaient promis aux Maliens que l'or brillera pour les Maliens aujourd'hui. Visiblement, apparemment, l'or est en train de briller pour les Maliens. Le ministre des Finances a annoncé avoir mobilisé un surplus de 500 milliards de francs CFA. Est-ce que on ne vous attend pas, on ne vous a pas entendu, en tout cas, applaudir si vous voulez, encourager le gouvernement à aller dans ce sens? C'est une excellente chose. Oui. Si ces 500 milliards ont été effectivement mobilisés. Je ne remets pas en doute ce que le ministre a dit. Mais j'ai des doutes. Oui, sauf que le si c'est un doute. Pourquoi vous ne remettez pas en doute? J'ai des doutes parce que je suis quand même un peu financier. L'État malien a prévu en 2024 de mobiliser 2300 milliards de ressources. 2024. Ces 500 milliards, je pense, n'étaient pas dans ces 2300 milliards. C'est pourquoi le ministre dit on a mobilisé 500 milliards de ressources en plus. Mais si on a mobilisé 500 milliards de ressources en plus, pourquoi il n'y a pas eu de collecte? Du côté de l'or seulement. Parce que la douane, les impôts aussi font des surplus par rapport à... Oui, mais c'est 500 milliards qui n'étaient pas prévus dans les ressources. C'est pourquoi on dit on a mobilisé en plus. Le budget 2024. N'est-ce pas? Pourquoi il n'y a pas de collectif budgétaire? C'est une question qui mérite d'être posée. 500 milliards, c'est 20% de ressources en plus. Quand on fait 20% de ressources en plus, on fait un collectif budgétaire pour le mettre dans les ressources. Et les ressources passent de 2300 à 2800 milliards. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces 500 milliards? Oui, le président a répondu à cette question. Ces 500 milliards ont permis en partie à tout cas payer les factures de certains fournisseurs. Pourquoi, encore une fois, ce n'est pas inscrit dans le budget de 2024? Dans les règles financières de l'État, il n'y a pas de ressources sans inscription budgétaire.
C'est vrai. Donc ça, c'est une première Monsieur question le que Premier je ministre, pose. pour vous donner raison, lorsqu'on a vendu ici l'Assotelma avec le président ATT, les ressources ont été comme ça distribuées par le président. L'honorable Konimba Siribé avait demandé, exigé que ces ressources-là soient budgétisées. Les mettre dans les collectivités. Ce sont des ressources publiques qui doivent être mises dans le budget et dépensées après. Sur aussi, elles sont dépensées sans être budgétisées, c'est autre chose. C'est ce que ça, c'est une question. Oui. Maintenant, on peut dire, vu que les ressources ont été perçues peut-être dans le dernier trimestre, on peut dire, ok, on ne le met pas dans le budget 2024, mais en ce moment, on le met dans le budget 2025. Mais le budget 2025, il n'y a qu'une centaine de milliards de différence en ressources. C'est déjà voté. Entre le budget 2025 et le budget 2024. Donc, ça veut dire que ces 500 milliards ne sont pas non plus dans le budget 2025. Moi, je voudrais juste que le ministre sorte et dise les 500 milliards ont été enregistrés en ressources et leur utilisation a été enregistrée en dépenses. C'est passé par le Trésor, voilà les pièces, voilà les documents. Et en ce moment, on le félicite pour cette mobilisation de ressources supplémentaires. Oui, monsieur le Premier ministre, il a dit que l'or commence à briller pour les Maliens. C'est selon aussi cette version du ministre des Finances. Bon, d'accord. Donc, selon le ministre des Finances, l'or commence à briller pour tous les Maliens. Nous savons aujourd'hui que le gouvernement a des différends avec certaines sociétés minières au point que des PDG sont sous mandat d'arrêt international. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler un peu du différend qui existe entre l'État et ses ressources et ses sociétés minières? Ça c'est un deux. Vous avez été Premier ministre. En votre temps, pourquoi n'avez-vous pas traqué ces ressources, ces sociétés minières pour accroître les ressources de l'État? C'est une excellente question. En fait, la question est très profonde. Il n'a pas été seulement Premier ministre. Hein. La question, il a été aussi expert comptable de sociétés minières. Il faut le. La question, il s'y connaît très bien. Donc tu veux parler de choses d'intérêt. J'ai audité beaucoup de sociétés minières par le passé. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, les relations entre l'État et les sociétés minières sont encadrées par des conventions, par des textes. Et l'État a toujours jusqu'à présent travaillé dans ce cadre-là. Nous avons dit, tous les gouvernements ont des différends avec les sociétés minières et quelquefois, c'était le cas quand j'étais Premier ministre, on est allé même en arbitrage. C'est-à-dire, on n'a pas la même compréhension sur les règles de l'administration fiscale. On redresse, on demande aux sociétés minières de payer des dizaines de milliards, elles contestent et la convention prévoit d'aller en arbitrage en cas de divergence et qu'on ne peut pas se comprendre. C'est ce que d'ailleurs Barrick a engagé, eu égard au fait qu'il y a ce différend qui n'arrive pas à régler avec l'État. Donc, les gouvernements passés sont tous allés dans ce sens-là. Ce que le gouvernement de la transition a fait que les autres gouvernements n'ont pas suivi, c'est d'abord de faire un audit qui n'était pas contradictoire. Quand vous auditez les sociétés, vous sortez le rapport, comme le bureau du vérificateur. Le rapport sur eux, vous leur envoyez et ils doivent réagir. Sur ce dossier, cela n'a pas été observé. En tout cas, pour une ou deux sociétés. Le gouvernement a engagé quand même des auditeurs. Des auditeurs qui ont fait des constats. Mais la règle de l'audit demande à ce que quand vous faites un constat sur quelqu'un, vous lui envoyez le rapport et lui aussi il réagit. Et eu égard aux échanges, on finalise le rapport. Cela n'a pas été observé. Il a simplement été dit aux sociétés, vous avez des infractions, vous devez payer tel montant. Vous dites que cela n'a pas été observé par l'État du Mali. Pour les deux sociétés. Par l'État du Mali, parce que c'est l'État qui a engagé la société d'audit. Et la société d'audit a déposé le rapport. Les rapports n'ont pas été partagés avec les sociétés d'audit et les filières pour qu'elles puissent donner leur position par rapport à la pertinence ou pas. Sur la base de ça, l'État est entré en négociation avec les sociétés en leur disant vous devez payer ça, ça, ça. Et ce que l'État a fait d'autre aussi, c'est de modifier le code minier. Au même moment. Au même moment, et de demander aux sociétés minières, bon, les règles ont changé, je veux que vous veniez au code minier.
Les sociétés minières, quand elles s'engagent avec un État... La rétroactivité du code minier. La rétroactivité des règles qui leur sont applicables. Ouais. Les sociétés minières s'engagent sur la base des règles, des conventions, et il y a des dispositions de non-évolution, de stabilité de ces règles. Durant 10 ans, 15 ans. Voilà, l'État est revenu sur ces dispositions. Et j'ai compris que les sociétés ont fait l'objet aussi d'adaptation, ont accepté d'évoluer. Mais certaines se sont fixées des limites. C'est le cas peut-être de Barrick. Sinon, il y a eu des accords déjà avec certaines sociétés. Ouais. Avec Resolute, il y a eu des paiements et l'État a conclu des accords. C'est ce qui explique probablement les 500 milliards. 500 milliards. Bon, on ne sait pas exactement quelle société a payé quoi par rapport à cette situation. C'est pourquoi le ministre, peut-être, devrait faire preuve, peut-être au niveau du CNT, aller au CNT et expliquer, voilà le détail des 500 milliards, on a perçu ça au niveau des impôts, là au niveau de la douane, là au niveau de telle société, là au niveau de telle société. Ça donne plus de crédit à la somme indiquée, quoi. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand vous dirigez pas pour aujourd'hui, vous dirigez pour demain et après-demain. Et le secteur minier est un secteur qui a besoin de capitaux. Et jusqu'à aujourd'hui, ces capitaux sont surtout d'origine extérieure. Ce sont des investisseurs extérieurs. Ces investisseurs, quand ils viennent dans un pays, ils comparent avec les pays voisins, ils comparent avec d'autres pays, ils regardent l'attractivité du pays, la stabilité et autres. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, si vous vous mettez à la place d'un investisseur, cela ne va pas vous encourager à venir au Mali. C'est très clair. Parce que le contenu local aussi. Le contenu local préconise un investissement national et l'investissement national. Non, le contenu local veut dire que quand quelqu'un vient, la personne doit travailler avec les locaux. Oui, mais si personne ne vient, personne ne travaillera avec les locaux. Par extension, ça peut embrasser aussi l'investissement local. L'idéal, c'est ça. Mais regardez les capitaux investis dans le secteur minier. Même récemment, le lithium, vous n'avez pas vu les locaux aller investir. Ce sont des Chinois. Oui, d'accord. Donc, juste pour vous dire que dans ce secteur-là, qui nécessite beaucoup de capitaux, ce secteur, ce sont des investisseurs étrangers. Donc, si pour gagner 500 milliards aujourd'hui, vous vous privez de 2000 ou de 3000 milliards d'investissements dans les 5 ou 10 années à venir, je ne sais pas si vous avez fait une bonne affaire au niveau stratégique. C'est une question que je pose. Il y a aussi un autre problème, parmi un autre différent dont vous serez certainement au courant en tant qu'expert comptable, c'est les comptes offshore de ces sociétés minières qui consistent à déposer de l'argent à l'extérieur qui n'est pas taxé par les banques. Ça fait partie. Non, l'argent n'est pas taxé par les banques. En tout cas, ça ne passe pas par le circuit qui permet à l'État Ça fait partie des infractions que l'État malien reproche aux sociétés minières à juste titre. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des accords avec certaines sociétés. Donc, ça veut forcément dire qu'il y a des sociétés qui ont reconnu leur tort et qui se sont engagées à corriger. C'est une très bonne chose. C'est une performance. Bon, par-delà les investissements dont vous avez parlé, quelles peuvent être les autres implications de ce bras de fer-là que nous entretenons, selon vous, avec des sociétés aussi, je pense simplement qui sont un monde entier pratiquement. L'impact sur l'image du Mali en termes de terre d'investissement. Nous voulions tous que tous les investissements du Mali soient réalisés par des investisseurs locaux. Mais ce n'est pas le cas et c'est loin d'être le cas. Et surtout, nous avons une configuration économique où nos opérateurs économiques sont essentiellement dans le très court terme. Beaucoup sont dans le commerce. Très peu investissent dans le secteur industriel, dans le secteur minier, où souvent vous engagez des investissements lourds et vous attendez 10 ans avant de recevoir le retour. Et l'alternative russe? Espérons que pas seulement l'alternative russe. Nous avons vu les Chinois. Peut-être nous aurons des Turcs ou des Brésiliens. Espérons. Mais même tous ceux-ci-là, ils regardent la stabilité, ils regardent la justice, ils regardent la transparence. Monsieur le Premier ministre, on va parler politique. Vous êtes candidat à l'élection. On va vous redonner la parole. Question sur les mines avant d'aller à la politique. Vous savez qu'il y a un mandat d'arrêt contre Barrick et Barrick menace de fermer si dans les jours, voire les semaines à venir, vraiment, il n'y a pas un accord avec le gouvernement. Ça ne débloque pas. S'il n'y a pas un accord avec le gouvernement, Barrick, ça pèse lourd au trésor public. Est-ce que vous pensez que le départ ou la fermeture de Barrick pourrait créer des tensions de trésorerie au niveau du trésor? Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Aujourd'hui, il y a un différend avec Barrick.
le différend a amené l'État malien à saisir, à empêcher les exportations d'or. Bien sûr. Et Barrick, maintenant, eu égard à cela, menace d'arrêter ces opérations. Oui. Il y a 8000 salariés qui sont en question, qui risquent de perdre leur emploi. Il y a beaucoup d'implications. Mais si vous vous mettez à la place de l'État, ils vont dire, mais si Barrick arrête, c'est une mine qui est au Mali, on peut saisir la mine, on peut la donner à d'autres investisseurs. L'implication toujours en termes d'image, les procès à l'extérieur, tout ça, ce sont des problèmes. En la matière, la sagesse recommande que les mauvais arrangements vont toujours mieux que les bons procès. Donc, que nos autorités essayent, dans la mesure du possible, de s'entendre avec Barrick pour sortir de cette situation. Je pense que ça, c'est ce qu'on peut conseiller. C'est Barrick qui ne veut pas, les autorités veulent. Barrick, dans sa communication, a dit très clairement qu'elle veut toujours s'entendre avec les autorités. Dans la communication même où elle menace de fermer, elle dit qu'elle veut s'entendre avec les autorités. Je pense que dans cette affaire, tout le monde a intérêt à s'entendre. Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de son adresse à la nation pour le compte du Nouvel An, le président de la transition a fait son allocution, pas un seul mot concernant les élections. Votre réaction? C'est simplement dommage parce que le président de la transition fixe le là, c'est le chef de l'État. Donc c'est lui qui fixe le là de l'année. Et le discours à la nation est l'occasion pour fixer le là. Cela n'a pas été le cas pour ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons le fait que dans le budget de 2025, une somme est inscrite pour les élections. À nous, acteurs politiques, de nous battre, de convaincre les autorités d'aller vers d'abord le chronogramme et ensuite d'aller vers les élections en 2025. C'est un appel que vous êtes en train de lancer à la classe politique. C'est un appel, mais je suis sûr que des actions sont en cours. Les acteurs politiques font de la politique. Mais vous pensez également sur la question qu'en réalité, que la majorité des Maliens demandent aujourd'hui les élections. Sur quoi vous vous reposez pour dire ça? Simplement, vous avez dit tout à l'heure que je suis un homme politique qui est sur le terrain. Je suis un homme politique qui prend la parole, qui voyage, qui... Voilà. J'ai vu l'évolution les 2 dernières années. Il y a 2 ans, 2022-2023, au début de 2023, c'était quasi impossible même de parler d'élection. Mais aujourd'hui, on peut parler d'élection partout et vous allez avoir des gens qui vont dire oui, il est temps de finir avec la transition. Moi, c'est ce que je vois sur le terrain. Mais simplement parce que d'abord, la transition, elle dure presque un mandat. Ne l'oublions pas. Le mandat dans notre constitution, c'est 5 ans. La transition, on a presque 5 ans. Au mois d'août de cette année, on sera à 5 ans de transition. C'est trop. Une transition de 5 ans, c'est quand même quelque chose. Il y a des pays qui ont un mandat de 4 ans. Il y a ça, et puis il y a la situation du pays qui, aujourd'hui, économiquement, se détériore. Et les gens le sentent. On a parlé de l'énergie, on a parlé des difficultés de paiement des fournisseurs de l'État, on a parlé de beaucoup d'autres choses. Les gens ont envie qu'on ouvre de nouvelles perspectives. Et les élections sont l'occasion de Monsieur le Premier ministre, vous êtes en train de poser votre dernière question. Est-ce qu'on peut dire que le Premier ministre est plus engagé que le président par rapport au retour à l'ordre constitutionnel? Parce que lui, au moins, il a commencé à rencontrer les acteurs politiques, il a commencé à parler d'élections et à mettre à la disposition, semble-t-il, de certaines formations politiques, des textes pour amendement. Oui, donc, est-ce qu'il n'est pas en avance par rapport à son chef? Un Premier ministre ne peut pas être en avance par rapport à son chef. Mais dans les faits, monsieur le Premier ministre, rassurez-vous, Chana, le Premier ministre suit son chef. Ça a toujours été dans les faits, les actes. Je vais vous parler des actes. Vous avez parlé, le dernier, c'est que le ministre de l'administration territoriale a saisi les partis pour demander aux partis de réagir sur le projet de charte qui est en rélecture. Mais vous avez vu le délai que le ministre a donné? Le ministre demande aux partis de réagir d'ici mi-mars. Donc on donne 2 mois et demi de délai, quand en 15 jours on peut régler cette question. Donc ce n'est pas l'attitude des autorités qui veulent aller aux élections dans les délais les plus brefs. On va aller en mi-mars, les partis vont réagir. Déjà, ce sera trop tard pour soumettre un projet à la session d'avril du Parlement. Et là, on va dire que ce sera la session d'octobre qui va connaître la charte des partis. Et l'année est terminée. Session budgétaire octobre. Voilà, l'année est terminée. Donc, je pense qu'il faut que nos autorités, d'abord, soient conscientes que le retour à l'ordre constitutionnel, c'est d'abord dans leur intérêt.
La transition, plus c'est long, plus c'est dur. Plus ça se rallonge, plus ça devient compliqué. Parce que les gens commenceront à traiter les autorités comme un pouvoir élu et on leur demandera des comptes. Pas seulement sur la sécurité, mais on leur demandera des comptes sur l'énergie, on leur demandera des comptes sur l'eau, sur les ressources. Et ça deviendra de plus en plus dur. Elles ont intérêt à ce qu'avec nous tous, nous sortions de cette affaire le mieux possible. Keita pour la dernière question. Moi, ma dernière question porte sur la façon dont vous préparez à affronter les élections, qu'elles se tiennent ou pas, puisque nous savons quand même qu'il y a des forces politiques qui se préparent activement à cette élection. Et je veux citer une association qu'on appelle Ambico, vous avez certainement entendu parler, qui est représentée partout au Mali, l'association politique, qui a forcément, au regard de ce qu'on voit, des ambitions politiques, des ambitions et des objectifs électoraux. L'argent coule à flot. Et on veut vous demander, vous qui êtes également protagoniste de ces élections-là, est-ce que vous êtes inquiété par cette émergence de cette nouvelle génération spontanée d'acteurs politiques Vous savez, Keita, faire la politique est un droit pour tous les citoyens. Donc tous les citoyens ont le droit de créer un parti politique, de travailler sur le terrain, il n'y a absolument pas de problème. Et ce sera même bon pour la démocratie. Maintenant, il en faut beaucoup plus pour effrayer des acteurs politiques établis, qui connaissent le pays, qui le parcourent depuis une vingtaine d'années, qui ont des rapports plutôt profonds avec ce que le pays est. Il en faut beaucoup plus pour effrayer ce type d'acteurs. C'est bon, hein? En tout cas, par rapport à l'organisation, Sylvain, par rapport à l'organisation des élections, vous vous êtes toujours battu pour qu'il y ait beaucoup plus d'électeurs au Mali. J'ai lu votre livre. Je sais que vous avez développé que ce n'est pas normal qu'à l'extérieur on n'ait que 500 000 électeurs, on peut avoir beaucoup plus. Je pense que les autorités doivent avoir apporté une partie de la solution en ouvrant. Exact. En ajoutant 2 mois supplémentaires à la période d'inscription. Mais la façon. Je pense que c'est fait, non? Non, c'est fait. C'est fait. C'est en cours. Ça a un cours. Mais la façon de le faire, est-ce que ce n'est pas un recul? Nous étions quand même dans un truc biométrique. Aujourd'hui, on permet aux gens de s'inscrire par des cartes d'identité, par des actes de naissance. Est-ce que ce n'est pas un recul par rapport à ce que nous avions déjà comme Oui, mais il y a des possibilités de contrôle. Je ne sais pas, vous n'avez pas peut-être regardé l'ordonnance qui a été prise pour encadrer justement la possibilité de report et d'ajouter 2 mois supplémentaires, des périodes supplémentaires et les contrôles. Il y a des étapes de contrôle qui permettent quand même de s'assurer que les personnes concernées méritent bien d'être inscrites sur les listes. Et les partis que nous sommes, nous suivons. Monsieur le Président, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Keita, Chana, personne ne nous entend. Hein? Nous sommes dans les secrets de la délibération. Tout le monde nous attend. Bon, je pense qu'en réalité, le premier, c'est resté lui-même. Hein? Celui qu'on avait connu par le passé, avec la même verve, la même maîtrise des questions, avec de la hauteur de l'homme d'État qu'on lui a toujours connu. Je pense qu'il a su vraiment s'y prendre avec l'ensemble des questions que nous lui avons posées aujourd'hui. Et je ne pense pas que nous puissions avoir quelque chose d'autre à redire. Il est resté dans la courtoisie, effectivement, qu'il faut ajouter aussi à cela, en toute courtoisie. Et comme je l'ai dit au départ, je pense que c'est le seul homme politique qui trouve les formules qu'il faut pour s'exprimer sans risquer quoi que ce soit. Il faut le reconnaître, il faut ajouter à cela aussi ce talent-là. Donc, Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il y ait de raison de le retenir dans les liens de l'accusation. Chana. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, n'oublions pas que Djoliba TV News n'aimait toujours pas. Et que Kaoujou est encore en plus. Ne l'oublions pas. Et vraiment, encore une fois de plus, Monsieur le Président, il nous faut vraiment appeler les autorités compétentes en la matière, vraiment, pour permettre à Djoliba de retrouver ses téléspectateurs. Encore une fois de plus, nous sommes solidaires à Djoliba TV News. La liberté d'expression, la liberté de presse doit être soutenue, défendue. Bien sûr, nous soutenons Kaoudjoum, Clément, le professeur Clément,
le professeur Clément, Etienne Fakaba et tous les leaders d'opinion, vraiment, si nous voulons aller vers une décrispation, vers des élections transparentes, vers la fête électorale, les leaders d'opinion doivent être élargis, Monsieur le Président. Cela dit, Monsieur le Président, nous avons entendu un jeune leader compétent. C'est encore jeune? Il est jeune parce que je suis plus âgé que lui. Donc moi je peux dire qu'il est jeune. Il est jeune. Un jeune leader compétent qui maîtrise les questions de la nation, qui connaît l'État, qui a pratiqué l'État, qui ne diffame pas, qui ne parle pas de ce qu'il ne sait pas. Et il vient d'interpeller le ministre des Finances. Nous sommes en démocratie. La transparence oblige, exige que le ministre des Finances s'exprime davantage pour que les uns et les autres puissent comprendre ces 500 milliards de surplus. Leur origine. Ils viennent du secteur minier. Il faudrait qu'il explique, qu'il s'explique davantage afin que nous puissions tous être compris, nous puissions tous comprendre la situation. Cela dit, Monsieur le Président, Abderrahmane a tout dit par rapport à Mara. D'accord. Je ne peux pas dire plus. Et je pense que l'opinion publique, je dis bien l'opinion publique du Mali d'aujourd'hui, a besoin de Moussa Mara. Il a besoin de Moussa Mara pour son éclairage. Il a besoin de Moussa Mara pour l'exemple qu'il montre, pour la voie qu'il indique. Moussa Mara est un exemple de démocratie, un exemple de liberté d'expression, de liberté d'opinion. Il dit tout dans les normes, avec courtoisie, sans exagérer. Et en tentant, je dis bien, en tentant de dire la vérité. Et en ouvrant la porte pour la contradiction. Il œuvre tous les jours pour la manifestation de la vérité. Monsieur le Président, nous avons besoin de Moussa Mara pour éclairer notre opinion publique. Nous avons besoin de lui, Monsieur le Président. Pouvons-nous le laisser dans le lien de l'accusation? Vous avez la réponse, Monsieur le Président. La réponse à cette question, celle-là, c'est que l'accusé est libéré purement et simplement des liens de l'accusation, puisque tel est le désir des jurés. Il me plaît de m'aligner correctement dans le sens de cette décision. Monsieur le Président, vous êtes libéré. Un dernier mot. Merci. Cela me permettra de pouvoir revenir vous voir de nouveau. Si vous m'aviez retenu, ça allait être difficile. Mais très sincèrement, merci. Nous avons besoin de liberté dans notre pays. On a besoin de contradictions, on a besoin de débats, on a besoin de critiques. Et c'est bon pour les autorités. Et j'espère que nous irons de mieux en mieux, de plus en plus, dans ce sens-là. C'est sur cet espoir que prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury, qui recevait comme invité M. Moussa Mara, candidat à l'élection présidentielle pour le compte du parti Yéléma, éventuellement pour le compte d'une plateforme ou un regroupement politique. Il est ancien Premier ministre. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Tombouctou et de